Recording in progress. You look good. Thank you. Comment tu vas? Ça va et toi? Oui, ça va. Ça fait tellement longtemps. Mais Wow. oui, c'est clair. Merci pour ton temps déjà. J'apprécie beaucoup. C'est normal. Merci à toi pour cette belle opportunité. Donc, rapidement, pour mon audience, aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir Leslie Mbembe. J'espère que c'est comme ça on prononce ton nom. Je n'ai pas massacré ça. Oui, t'inquiète. Non, tu l'as pas massacré. Mbembe, OK. Leslie, en fait, elle est consultante en immigration et Oui. elle est fondatrice de Inside Immigration, qui est en fait une agence d'immigration. Elle est basée voilà, elle est basée à Montréal. Et aujourd'hui, Leslie me fait l'honneur d'être sur ma plateforme avec moi pour me parler de son parcours, qu'est-ce qu'il a fait, se diriger vers la consultation en immigration, comment s'est passée la formation, c'est quoi les débouchés dans ce domaine-là. Et surtout, elle va nous parler de son entreprise, des services qu'elle offre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me contactent, ils me confondent avec une consultante en immigration parce que beaucoup de mes vidéos parlent d'immigration. Donc, c'est ce que les gens pensent. Ils pensent que je peux les aider à immigrer. Mais je l'ai dit plusieurs fois, ce n'est pas mon domaine du tout. Leslie, c'est son domaine du coup. Pour toutes ces personnes-là qui veulent immigrer au Canada, c'est vraiment une très belle opportunité. Donc, ouais, ça sera une interview super intéressante pour toutes ces personnes-là qui veulent immigrer au Canada et qui ne savent pas forcément comment s'y prendre. Oui, tout à fait. On sait que c'est quand même pas mal compliqué. Ouais. Surtout si tu veux immigrer avec toute ta famille. Ouais. Souvent, ça requiert de l'aide. Oui. Ouais. OK, Leslie, on commence depuis le début. Si je me souviens bien, tu as immigré de la Belgique à Montréal. Alors, non, de l'Angleterre. Alors, en fait, moi, je suis française d'origine congolaise. Je suis née en France, je suis restée en France jusqu'à mes 18 ans. Puis après, j'ai décidé d'aller en Angleterre, dans le Nord, en fait, dans une petite ville qui s'appelle Huddersfield. C'est là où j'ai fait mon bachelor en business management. Puis, je suis venue à Montréal en 2013 pour faire ma maîtrise en gestion. Mais pourquoi le Canada? Pourquoi Montréal plus précisément? Qu'est-ce qui t'a amené là-bas? Le coût des études. Sincèrement. Tu dis que c'est moins cher au Québec. Ouais. Vraiment, en Angleterre, ça avait explosé en fait pour les étudiants internationaux. Donc, je m'étais demandé où est-ce que je peux aller étudier, où ça va être un prix quand même abordable, puis une bonne qualité d'enseignement. Puis ma sœur était ici, puis elle m'a dit, tu sais, moi j'ai étudié à l'Université de Montréal, tu pourrais peut-être voir pour étudier au Québec, il y a une entente pour les frais de scolarité pour les Français. Je suis comme, OK, donc j'ai regardé, j'ai appliqué à l'Université du Québec à Montréal et j'ai été prise donc, à l'école de commerce de l'UQAM, donc le SG-UQAM. Donc après mes études, j'ai travaillé comme conseillère pour les étudiants internationaux dans une université. Et donc là, j'ai vu la charge de travail énorme là, parce qu'on était quand même peu de conseillères pour le nombre d'étudiants internationaux, puis il y avait énormément de problématiques. Ça m'a donné la puce à l'oreille par rapport à ma première idée d'entreprise que j'ai lancée en 2017, qui s'appelait en fait One Vision Tour, qui était donc pour l'accompagnement des étudiants internationaux. Donc, je faisais tout ce qui était autour de l'immigration. Donc, j'accompagnais pour l'admission. Une fois que la personne était admise, là, j'envoyais le dossier à un avocat en immigration qui faisait donc les démarches. Puis, par la suite, je m'occupais de la recherche de logement, l'accueil à l'aéroport, aide à l'installation pour l'arrivée. Et en faisant ça, je me suis rendu compte que le plus gros problème des étudiants, ce n'était pas ce que je faisais, c'est-à-dire tout ce qui concernait l'aide à l'installation. Oui, c'était une problématique, mais ce n'était pas la problématique majeure. La problématique majeure, c'était l'obtention du permis. Parce que si on n'a pas le permis d'études, au final, on n'arrive pas au Canada. Surtout au Québec, ils demandent en plus le CAQ. Tout à fait, exactement. Donc, autant, des fois, c'est ces deux documents-là qui peuvent poser problème. Des fois, c'est juste le permis d'études quand on parle hors Québec. Donc, je suis partie me former parce que ça prend une formation pour pouvoir donner des conseils en immigration. Exactement. Donc, à l'époque où je l'ai fait, ça se donnait seulement dans des cégeps, des collèges. Donc, je l'ai effectué au collège La Salle.
en 2018 pour devenir consultante réglementée en immigration canadienne. Donc, c'est un programme temps plein pendant environ une année. Là, c'est un AEC. Puis par la suite, j'ai passé l'examen à l'école, donc au collège, pour avoir mon diplôme, puis l'examen auprès de l'ordre professionnel pour être accréditée au niveau du Canada. Et parce que moi, je voulais être accréditée également au niveau du Québec, parce que c'est des lois différentes. Il fallait donc faire un autre examen. Et c'est ce que j'ai fait en 2019 environ. Donc, maintenant, je suis accréditée pour... non, je l'ai passé en 2020. Donc, je suis accréditée pour le Québec et le Canada. Donc, je peux faire vraiment tout le pays. OK. Mais du coup, tu as le choix d'être juste accrédité que pour la province. Non, parce qu'une des conditions pour être consultant réglementé, en fait, inscrit au registre des consultants pour le Québec, c'est de faire partie de l'ordre professionnel des consultants réglementés en immigration canadienne. Donc, d'être déjà consultant. Mais si on va aller chercher un plus, où on a une clientèle qui vit au Québec ou qui veut vivre au Québec, bah, c'est d'aller chercher cette accréditation de plus. Mais il y en a... Bah, c'est supplémentaire, OK. Le Québec est assez spécial, j'ai l'impression. Quand on dit le Québec, il fallait chercher un petit truc en plus. OK. Et c'est ce que je me tue à dire aux gens qui me contactent. Je ne peux même pas me permettre de donner des conseils sur l'immigration parce que je ne suis pas accréditée. Si vous voyez un consultant d'immigration qui n'est pas accrédité, ce n'est pas... Ouais, les chances sont que ce n'est pas sérieux. C'est peut-être quelqu'un qui veut vous arnaquer. Donc, c'est vraiment la première chose à vérifier. Est-ce que la personne est accréditée? Est-ce que la personne a ses diplômes? Parce que je pense que c'est illégal de fournir des... Ouais. Oui, tout à fait. C'est illégal et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a un nouvel ordre professionnel. En fait, avant, on était sous le Conseil de réglementation des consultants réglementés en migration canadienne, donc le CRCC. Qui désormais a fait une refonte et on a donc un nouvel ordre professionnel qui est donc le collège des consultants en immigration et en citoyenneté. C'est tout nouveau, on le découvre nous-mêmes en tant que professionnels dans ce domaine-là. Mais l'objectif de ce collège-là, c'est vraiment encore plus de réglementer les consultants fantômes qu'on appelle, donc des faux consultants qui offrent soi-disant des services en immigration pour payer des frais astronomiques en plus, pour des services qu'ils ne fournissent des fois jamais. Donc, c'est pour protéger le public que l'ordre est présent. Ah ouais, ils sont nombreux ceux-là. Ils sont vraiment nombreux. Malheureusement. Et faites attention, surtout WhatsApp. Personnellement, je n'aime pas cet outil, surtout dans le domaine de l'immigration. Tu sais, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'avocats qui utilisent WhatsApp. Puis en tant que consultant, je pense que c'est aussi une question d'image, là. Donc, si vous voulez utiliser WhatsApp, tes conseils, oui, pour du service à la clientèle, pourquoi pas, mais de là, échanger avec des clients, envoyer des informations, des documents confidentiels sur WhatsApp, non, ce n'est pas un outil pas sécurisé, c'est ça. C'est pas professionnel déjà, c'est même pas sécurisé. Enfin, non. C'est là où sont les fraudeurs aussi. Donc voilà, en étant sur WhatsApp, on s'associe aussi à cette image. Oui, OK, envoie tes documents, fais le paiement là, voici les coordonnées bancaires. Non, il faut être professionnel. Exactement. Du coup, après l'obtention de ton diplôme, j'imagine que c'est là que tu as fondé Inside Immigration. Ouais. Mais ça a été ton choix. Mais c'est quoi les autres débouchés après l'obtention du diplôme? Bonne question, Faiza. Le diplôme, c'est pour être consultant. Donc, généralement, la plupart des personnes qui vont faire cette certification vont vouloir être à leur compte, sachant que depuis, en plus, l'année dernière, c'est un DESS, donc c'est un micro-programme de deuxième cycle, un programme court d'une année, qui se donne d'ailleurs à l'Université de Montréal. Donc, ceux qui sont intéressés à devenir consultants réglementés en immigration canadienne doivent faire un DESS et répondre aux exigences d'admission du DESS. Puis par la suite, ils peuvent être soit travailleurs autonomes et donc travailler à leur compte comme consultant ou travailler au sein d'une entreprise comme salarié, donc qui aurait besoin donc d'un CRIC, consultant réglementé en immigration canadienne, pour faire des dossiers de permis de travail, permis d'études et autres dossiers dont les employeurs pourraient avoir besoin en interne.
c'est principalement ça, je dirais, parce que si certaines personnes veulent s'en aller vers le gouvernement, donc travailler par exemple pour Immigration Canada, c'est pas nécessaire la certification et je dirais même ça peut amener à un conflit d'intérêts. Enfin, vous pouvez pas travailler pour Immigration Canada par exemple et être consultant à votre compte parce que il y aurait un conflit d'intérêts quand même assez clair. Donc, si vous voulez travailler pour Immigration Canada, c'est plus de passer les différents examens requis par la fonction publique, accumuler le maximum de connaissances, peut-être faire la formation à titre informatif, mais pas se dire que je vais pouvoir être consultant et aussi travailler au sein de Migration Canada. Ouais. Et du coup, Leslie, ça t'a coûté combien pour mettre en place ta compagnie? Tu as dû l'enregistrer, tout ça? Oui, ça t'a coûté à peu près combien? Pour l'incorporation, je ne me souviens plus exactement, mais je pense que c'était autour de 1000 ou 2000 dollars, quelque chose comme ça, pour faire cette démarche. Il y a aussi les frais de l'ordre professionnel qui ne sont pas négligeables. Ouais. Exactement. On parle de 1809 dollars environ pour le Canada, donc au niveau de l'ordre professionnel. Et pour le Québec, vu que c'est d'autres lois, je paye 1600 environ aux 2 ans. Donc, c'est des grosses sommes. C'est pour ça que les frais juridiques ou les tarifs peuvent paraître élevés. Mais c'est juste que nous, également, en plus d'avoir, disons, une équipe à gérer ou des frais fixes, on a aussi des frais d'ordre professionnel qui ont un certain poids. Ouais, j'avoue. Tu sais que j'y avais pensé à faire ma formation en consultation en immigration et puis j'ai vu tous ces frais-là, ça m'a un peu découragée. Ouais, non, mais après, il faut se préparer, hein, comme tout, il faut le voir comme un investissement. C'est-à-dire que moi, j'ai mis beaucoup de côté pour faire cette formation et pour qu'on puisse lancer cette entreprise avec mon associé Vicky Lapointe. Mais ça reste que ça prend un fonds, puis ça prend aussi des tarifs à l'image du service qui est offert. Donc, faire un permis de travail à 200 dollars, ça va être difficile de pouvoir se verser un salaire, ce genre de choses. C'est quoi les difficultés majeures que tu rencontres dans ton travail? Les difficultés, des fois, ça va être de la part des clients. C'est-à-dire que je vais avoir juste la moitié des informations nécessaires pour que je puisse effectuer mon travail. Donc, dans ce cas-là, c'est beaucoup de relances et ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Alors que si on m'envoie tous les documents, un dossier, je peux le faire quand même très rapidement, ou mon équipe également. Mais quand il manque une pièce essentielle, ou 4 ou 5, ben là, on ne peut pas dire peut-être qu'il va commencer son contrat dans 2 mois. Non, il nous faut vraiment exactement la date de début. Donc, je dirais, si jamais vous voulez faire affaire avec un consultant d'immigration, c'est la liste de documents qu'ils vont vous envoyer. Prenez-la vraiment au sérieux, puis prenez le temps de récupérer la bonne information, les bons documents, puis par la suite de donner le tout. Ça va faciliter vraiment le processus versus envoyer un document par-ci, un autre document par-là, puis 6 mois après, en fait, il manque toujours des documents. C'est ça. Il faut vraiment être coopératif et vraiment prendre ça sérieusement. Oui, tout à fait. Un autre point, c'est que l'immigration, ça change très vite. C'est vrai. Donc, ne rien prendre pour acquis. Moi, je fais une veille concurrentielle vraiment à chaque jour. Je suis abonnée à tous les journaux, je pense, possibles en immigration. Je reçois plein de newsletters. Je fais partie de groupes WhatsApp de consultants d'immigration, de groupes Facebook. Donc, je baigne vraiment dans ce domaine-là. Ouais. Donc, c'est une chance dans le sens où il y a de la nouveauté. Hein. Chaque jour est différent. Mais ça peut être aussi un défi de suivre les actualités, puis d'être à l'affût, puis de comprendre tel changement va avoir un impact aussi sur tel aspect de la loi sur l'immigration. Donc, je dirais, si vous faites affaire avec un consultant d'immigration, n'hésitez pas à vous abonner à leur infolettre ou de suivre leur site Internet, s'ils publient des articles ou ils font des vidéos de temps en temps. Ça peut aider afin de garder l'œil ouvert sur ce qui se passe dans un domaine qui vous touche, en fait, principalement. C'est un projet de vie. Ouais, exactement. Justement, j'allais te demander, il y a beaucoup de délais qu'on observe dans les traitements des dossiers. Oui. Comment ça vous affecte, vous, en fait, les consultants en immigration? C'est sûr que c'est difficile. Des fois, il y a des clients qui vont reporter cette frustration sur nous.
alors que sincèrement, on n'a aucun pouvoir, aucun contrôle là-dessus, à part harceler l'immigration. Puis même est-ce que vous arrivez même à parler à quelqu'un à l'immigration? Est-ce que vous arrivez vous avez des contacts? Des fois, oui. Des fois, on arrive à parler aux agents. On a de toute façon, avoir des contacts ou quoi que ce soit, c'est biaisé dans le sens où même si on a le consultant ou l'avocat a des contacts, c'est une prise de décision qui est neutre là. Donc, on a accès tous aux mêmes informations. On peut communiquer avec les agences sans problème. Donc, moi, à part peut-être récemment, parce qu'avec la crise en Afghanistan, puis le haut volume d'appels, c'est difficile de rejoindre l'immigration, mais généralement, j'arrive à rejoindre un agent puis discuter des différents cas de mes clients. Mais je pense que ça prend une certaine empathie, c'est sûr, en tant que consultant, puis aussi de distance, parce qu'on ne veut pas non plus trop se laisser affecter par la situation des clients, parce que ça peut nous impacter aussi au niveau de la qualité de notre travail ou ce genre de choses. C'est qu'une fois que le dossier est comme donné, c'est de faire le maximum pour qu'une réponse plus ou moins rapide soit donnée, donc faire un suivi serré. Mais après, il y a certains clients qui vont dire c'est de votre faute, si les délais sont longs, c'est ça. Je dis, écoutez, c'est marqué sur le site internet 90 jours. Nous, on fait le suivi, on s'assure que le dossier suit son cours, mais après, il faut aussi faire preuve de patience au niveau des délais qui sont malheureusement incroyables. Ouais, ils sont vraiment incroyables. C'est juste, c'est pas possible en fait. Je connais des gens que ça leur a pris 2 ans juste pour obtenir leur résidence permanente. Il y a des gens qui avaient appliqué avant eux qui n'ont toujours pas reçu de réponse, même d'accusé de réception. C'est vraiment difficile. Hein. Oui, tout à fait. Et là encore, j'imagine que tu parles hors Québec, parce qu'au Québec, 2 ans pour la résidence permanente, c'est rapide. Hein? Donc, au Québec, c'est notre histoire. Ouais, c'est quand même grave. Et ça prend quoi, Leslie, pour être consultant? Là, tu as mentionné vraiment un bon point. Il faut savoir quand même mettre la distance entre toi et les clients parce que c'est très facile de te retrouver beaucoup trop impliqué émotionnellement. Oui. Surtout quand les gens, tu sens la détresse des gens, mais tu ne peux pas aider plus que ça. C'est vraiment hors de ton contrôle. Du coup, qu'est-ce que ça prend en termes de personnalité, en fait, pour pouvoir faire ce travail-là? Je pense que ça prend une personne dans l'action. Donc, vraiment, de ne pas avoir peur de faire des dossiers, d'être dans l'action, en fait, d'aller réseauter dans différents groupes de consultants en immigration, de poser des questions quand on n'est pas sûr. Ça prend de la curiosité intellectuelle parce qu'il y a beaucoup de choses où je vais lire, puis je vais me dire « Ah ouais, j'ai déjà entendu parler, donc je vais fouiller sur le sujet sur Internet. » Ça va amener à différents éléments qui vont être une valeur ajoutée, en fait, pour les dossiers de mes clients. La curiosité intellectuelle, selon moi, est essentielle pour penser en fait en dehors de la boîte, trouver des solutions créatives. Ça prend une connaissance de soi-même, je dirais également, et de la valeur de son expertise. Parce qu'il y a certains consultants qui vont dire, leur valeur ajoutée, c'est qu'ils vont être moins chers que les avocats parce qu'ils sont consultants. Est-ce que c'est vraiment une valeur ajoutée, si tu fais le même travail qu'un avocat dans le domaine de l'immigration, bien sûr, c'est-à-dire que tu conseilles les personnes qui désirent, disons, immigrer ou qui ont une problématique en immigration, tu fais les formulaires, tu fais le suivi auprès du gouvernement, tu fais ça très bien. Pourquoi ne pas aligner tes tarifs avec la valeur de ton expertise d'une manière, bien sûr, raisonnable, mais ne pas voir le fait de se dévaloriser comme un avantage concurrentiel ou le fait d'avoir des tarifs moins chers. Après, ça peut être une stratégie, c'est d'avoir des tarifs moins chers pour attirer plus de clientèle. Mais je sais que, moi, je l'ai fait, avoir des tarifs bas en immigration. Quand on débute, notamment, on ne sait pas forcément qu'est-ce que vaut un permis d'études, un permis de travail. Donc, on y va vraiment avec la base. Puis, je me rendais compte qu'au niveau de la clientèle que j'avais, ce n'était pas du tout le genre de clientèle que je voulais sur le long terme. C'était des gens qui me demandaient beaucoup d'énergie, très demandants, qui envoyaient la moitié des documents.
qui négociaient toujours le prix, qui m'envoyaient des amis à eux qui voulaient aussi négocier les prix. Donc, ça ne marchait plus. Donc, je me suis dit, OK, là, il faut que je revoie vraiment mon modèle d'affaires, tu sais, c'est qui ma clientèle cible. Puis par la suite, ben, c'est beaucoup mieux passé. Non, non, ouais, bon, vraiment bon point. Tu as raison. Faut pas avoir peur de charger pour ton expertise. Tu sais que tu fais un bon travail. Ouais, n'aie pas peur de charger. Puis, c'est comme tu as dit, les clients que tu veux, ils seront attirés par tes tarifs, par ton expertise. Et ça, c'est ça avec ces gens que tu veux faire affaire sur du long terme. Tout à fait. Moi, j'ai eu toutes sortes de situations et je voyais, bah, même pour une consultation, il y en a qui vont charger $50, il y en a qui vont charger $100, il y en a qui vont charger $200, il y en a $400. Puis là, je parle du même service, la consultation en immigration. Alors, qu'est-ce qui fait que certaines personnes vont payer plus ou moins? Ben, c'est un ensemble de choses qui font que ça va amener une certaine prise de décision, mais c'est de faire son travail là, au niveau marketing, au niveau expertise, au niveau des processus d'affaires, que ça se reflète au niveau de son image d'entreprise, puis par la suite, le reste va suivre, mais ne pas négliger qui est-ce qu'on veut comme clientèle cible, puis aligner sa stratégie par rapport à ça. Si vous voulez des étudiants, ben, c'est sûr, vous ne pouvez pas charger... il y a des masses, ouais. C'est ça, il faut avoir des tarifs, je dirais, comme adaptés à la clientèle cible selon, bien sûr, du pays d'où vient la clientèle également, puisque ce n'est pas le même pouvoir d'achat, je ne sais pas, en France versus un autre pays. Donc, c'est de prendre ça en considération dans sa grille tarifaire également. Maintenant, parlons de ta compagnie, Inside Immigration. Oui. Est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi les services que tu offres exactement? Oui, donc au niveau de nos services, on offre vraiment tout ce qui peut être offert dans le domaine de l'immigration, donc des services de résidence temporaire, donc permis d'études, permis de travail, visa de visiteur, et également donc, tout ce qui touche à la résidence permanente, donc parrainage, résidence permanente en dehors du Québec, résidence permanente au Québec, et bien sûr les services de citoyenneté. Donc, toutes les demandes que vous voyez généralement sur Immigration Canada, on peut les faire. Je dirais le seul domaine où ce n'est pas notre expertise, c'est tout ce qui touche aux réfugiés. Là, peut-être se diriger vers un autre cabinet pour qui c'est son domaine d'affaires. OK. Moi, la question que je reçois souvent, c'est ah oui, moi, je veux immigrer au Canada, mais je ne sais pas comment faire. J'imagine. Du coup, quand vous recevez ces genres de demandes-là, est-ce que vous conseillez les gens sur la façon d'immigrer qui serait la mieux, on dit la mieux pour eux? Est-ce que ça, c'est du bon? Oui, la meilleure. La meilleure, ouais, pour eux. Est-ce que vous donnez ce genre de conseil-là où si une personne vient vous voir, il faut qu'elle sache déjà comment elle veut? OK. Non, tout à fait. On fait une consultation d'immigration. Il y en a d'ailleurs qui ne veulent pas payer pour une consultation d'immigration. C'est drôle. mais oui, généralement, pour savoir où est-ce qu'on veut s'en aller, ça prend une consultation d'immigration. Donc, on a un formulaire d'admissibilité que les personnes peuvent remplir sur notre site Internet. Puis par la suite, nous, on envoie le lien pour que la personne puisse réserver une consultation d'immigration à notre taux horaire. Donc, pour l'instant, on est à $200 plus taxes, donc environ $230 pour une heure. Et ce que je fais lors de la consultation, c'est que je vais en amont, en fait, analyser les données du formulaire. Donc, c'est quand même un formulaire complet. Là, les gens peuvent mettre leur CV, leurs compétences en anglais, en français, qu'est-ce qu'ils désirent faire au Canada et leurs attentes. Et lors de la consultation, je vais clarifier certaines sections du formulaire avec eux, voir leurs attentes de vive voix et par la suite leur dire en fait les recommandations que j'ai avec comment y arriver. Donc, que ce soit résidence permanente au Québec, par exemple, ou hors Québec, les délais, combien ça va coûter, puis vraiment un peu la boîte à outils pour qu'ils puissent le faire. Donc, après, ils ont le choix. Si les personnes veulent le faire seules, elles peuvent, sachant qu'elles savent. Maintenant, elles ont la stratégie ou les différentes options. Puis je vais dire, bon, cette option est la meilleure. Il y a aussi cette option, mais
moyen, puis l'autre option, beaucoup moins, où ils peuvent décider de faire affaire avec nous pour démarrer le dossier. Puis nous, comment ça se passe, c'est qu'on demande un dépôt de 50% pour débuter la procédure, ainsi que le contrat signé. Puis dès qu'on reçoit ces deux éléments, on commence donc le processus. Puis si la personne est sur place, on fait une première rencontre d'ouverture de dossier. Puis si la personne est à l'étranger, on va faire une vidéoconférence d'ouverture de dossier, envoyer par la suite la liste de documents. Puis il y aura pas mal d'allers-retours par la suite où les personnes pourraient donc déposer leurs documents dans notre... on a un drive en fait client sur notre logiciel, donc CRM. Puis c'est là où on communique également avec le client, on fait les suivis. Donc c'est quand même... on a pas mal de témoignages clients dans le sens où beaucoup de personnes ont apprécié faire affaire avec nous. Mais je pense en immigration, c'est beaucoup une question d'empathie, de suivi aussi. Et de rigueur, de professionnalisme. Parce qu'en immigration, je le dis souvent, là, il n'y a pas le droit à l'erreur. C'est des projets de vie. C'est des projets de vie, ouais. Donc, il faut être très responsable par rapport au dossier. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe si la demande est refusée, en fait? Ouais. Si la demande est refusée, ça dépend du type de demande. Dans certains types, on peut faire donc un appel. Disons que c'est une demande de parrainage qui a été refusée, c'est possible. Donc, là, c'est du cas par cas, je veux dire, généralement, c'est possible de faire appel. Si on parle de résidence temporaire, donc un permis d'études, la personne se trouve à l'étranger, un permis de travail, il n'y a pas d'appel possible. Là. Il faut soumettre une nouvelle demande en ligne. C'est payant encore? Ah oui, l'immigration de votre argent, il ne faut pas rêver. Oui, on paye, vous pouvez demander les notes de l'agent, ça peut être intéressant. Afin de savoir qu'est-ce qui a amené l'agent à prendre telle décision, donc les notes internes au dossier, pour par la suite soumettre une nouvelle demande et vraiment répondre aux raisons de refus, parce que dans la lettre de refus, ils vont dire, OK, selon tel article, là, c'est une migration, vous avez été refusé pour telle ou telle raison, mais les notes, en fait, de l'agent vont expliquer normalement plus en détail, donc ça va aider pour bâtir un contre-argumentaire et redéposer donc une deuxième demande. Non, mais je veux dire, toi, à ton niveau, est-ce qu'on doit te repayer pour tes services? S'il y a un refus, c'est sûr que ça sera moins cher qu'une nouvelle demande, mais c'est sûr que ça vient avec un frais supplémentaire parce que nous, on doit demander les notes de l'agent au gouvernement, reconstruire le dossier d'une façon encore plus pertinente. Et des fois, ça peut être de changer de stratégie. Et par rapport aux frais, alors, ce qu'on te paye pour tes services, est-ce que ça couvre les frais même de dépôt, tout ça? Les frais de dépôt comme les frais gouvernementaux, c'est ça? Les frais gouvernementaux, ouais. Généralement, les frais gouvernementaux sont en plus. Donc, ouais. Puis pour la résidence temporaire, bien sûr, ça dépend combien de personnes on parle, mais pour un permis de travail, par exemple, c'est 155 $, un permis fermé. Si on veut un permis ouvert, donc on peut travailler pour n'importe quel employeur, c'est 255 $ de frais gouvernementaux. Les données biométriques, c'est 85 $ pour une personne. Tarif familial, c'est 170. Donc, ça reste toujours entre 100 et 300, je dirais, selon bien sûr le nombre de personnes. Si on parle d'une grosse famille, il faut plus compter peut-être 500, 600 $ de frais gouvernementaux pour la résidence temporaire. Puis, si on s'en va à la résidence permanente, là, les frais gouvernementaux sont beaucoup plus élevés. On parle autour de 1 000 $ et ça peut aller jusqu'à 2 000, 3 000 $ selon le programme choisi. Là. Selon le nombre de personnes aussi qu'on cherche à faire. Et dans le fond, est-ce que tu t'occupes aussi de l'installation comme tu le faisais avec OK. Donc, oui, One Vision Tour. En fait, au sein de l'entreprise, moi, je m'occupe exclusivement d'immigration et mon associé Vicky Lapointe s'occupe de la relocalisation qu'on appelle. Donc, c'est tout ce qui touche à l'aide à l'installation. Donc, que ça soit en recherche de logement, accueil à l'aéroport, numéro d'assurance sociale, journée d'intégration. On fait toutes les démarches administratives, donc ouverture de compte bancaire, de ligne téléphonique, carte de transport, petite épicerie, vraiment de début. Toutes. C'est vraiment un accompagnement complet, donc n'hésitez pas à nous contacter pour ces éléments-là. En fait, des fois, les gens vont juste se concentrer sur l'immigration, puis
un peu trouver des passe-passe pour l'installation, alors que ça peut vraiment faire gagner beaucoup de temps et d'énergie, parce que surtout, on est arrivé dans un nouveau pays, il y a tellement de démarches à faire. Donc, se faire accompagner, ça peut être quand même pas mal. Ah non, c'est vrai. Trouver un appartement décent, c'est vraiment difficile. Parce que même moi, je suis en train je cherche à déménager à Montréal. Du coup, je suis bien placée pour dire que c'est très difficile de trouver un logement à distance, un logement qui est décent. Donc, c'est vrai que ça aide beaucoup de se faire accompagner, surtout comme tu as dit, connaître les bons coins d'épicerie, expliquer un peu comment ça marche. Les Africains, si vous voulez, des boutiques africaines, ça peut aider, ça aide que quelqu'un nous montre au lieu que nous-mêmes, on soit là à chercher alors qu'on a d'autres problèmes. Ouais, non, tout à fait. Ça permet de briser l'isolement aussi, parce que quand on n'arrive pas à faire certaines choses, on peut se recroqueviller sur soi-même, puis tout devient plus difficile, là, et c'est un peu la lune de miel qui descend. Donc, avoir quelqu'un avec qui échanger, qui peut nous aider quand on rencontre certaines embûches, ça peut être intéressant. De toutes les façons, je vais mettre les coordonnées de Inside Immigration pour toutes les personnes qui voudraient te contacter. Ils auront accès au lien de ton site web, de ton compte Instagram, Facebook. Oui. Mais moi, personnellement, j'ai plus de questions pour toi. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter, peut-être un petit conseil pour les gens qui pensent à se lancer dans le domaine et surtout les personnes qui vont te contacter. Mais elles doivent être préparées, en fait, quand elles viennent te voir. Alors, pour les personnes qui désirent être constants réglementant l'immigration canadienne, mon meilleur conseil, ce serait de bien s'entourer. Il y a énormément de réseaux auxquels vous pouvez faire partie, ou même si jamais vous pensez faire la formation, mais vous avez des doutes, des questions, vous pouvez contacter des constants réglementants d'immigration canadienne sur LinkedIn. « Hey, j'ai vu que tu as fait telle formation. Ça m'intéresse aussi. Est-ce que tu aurais un 10-15 minutes pour échanger au téléphone? J'ai quelques questions. » Vous allez être surpris, mais sincèrement, la plupart des personnes seraient ouvertes. Là. Moi, je sais que je suis ouverte, donc ne pas hésiter. Puis, je l'ai fait pour plusieurs personnes. Puis, si vous voulez également être à votre compte, ça va être Mon deuxième conseil, c'est de ne pas négliger son image. Dans le sens où moi, quand je me suis lancée, on s'est vite posé la question avec mon associé, est-ce qu'on investit dans un local ou pas? Puis, sincèrement, le fait qu'on ait investi dans un local au Vieux-Port, ça a vraiment eu un impact au niveau de notre clientèle, de notre image aussi, puis on a eu plus de revenus. Donc, travailler depuis chez soi, tout le temps, ça peut être cool, mais quand les clients veulent vous voir, un espace de coworking, c'est le fun, mais ça peut être aussi très impersonnel et ça ne montre pas l'aspect sérieux. Puis, sachant également qu'en tant que consultant d'immigration, on doit avoir en fait une pièce fermée avec un meuble fermé où on met les dossiers d'immigration. Donc, c'est important d'avoir quand même un espace de travail efficace. Donc, à ne pas négliger selon moi. Puis pour les personnes qui désirent immigrer, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Vous pouvez regarder sur le Collège des consultants donc en immigration et en citoyenneté les consultants qui sont réglementés par l'ordre professionnel. Donc, avant de faire affaire avec quelqu'un, allez sur le site et regardez s'il est enregistré, si la personne est enregistrée, donc autant au niveau fédéral que si ça comprend une partie au Québec, regardez sur le registre des consultants pour le Québec. Puis, par la suite, de vous préparer financièrement parce que immigrer, ça a un coût quand même important, que ce soit en termes de démarches administratives, de frais gouvernementaux, de frais d'installation aussi. Et finalement, de bien préparer vos documents ou avoir une bonne idée d'avoir un passeport valide ou ce genre de choses comme ça. Quand vous allez voir le consultant, vous êtes plus ou moins prêt, puis il peut vous aiguiller au niveau des documents manquants pour que par la suite, la demande puisse être déposée rapidement. Là. Oui, exactement. Si tu me demandes, moi, je pense que c'est vraiment un beau domaine par rapport au fait que le Canada vraiment cherche à ouvrir la porte à plus de personnes en termes d'immigration. Donc, c'est sûr que des agents en immigration, on en aura toujours besoin. Donc, je pense que si c'est quelque chose qui intéresse les gens, ça vaut la peine d'explorer cette option-là.
Ouais, tout à fait, je suis d'accord avec toi, Faiza. Ouais, c'est un métier d'avenir, là, selon moi. Le Canada est basé sur l'immigration. Ouais. Bon, ben, en tout cas, encore une fois, merci pour ton temps. C'était super intéressant. J'espère que tu as passé un bon moment aussi. Oui, c'était cool. Mais j'apprécie toujours parler avec toi. C'est tellement... Depuis quoi, 2017, 2018, je sais pas, on s'est parlé on et off et tout. Puis là, on prend plein de temps, ça fait plaisir. Ouais. Écoute, tu passes une belle semaine. Merci, toi aussi. Merci. Allez, salut, bye. Salut, bye bye, bonne soirée. Merci toi aussi. Merci.